Dans les temps que nous vivons, et pour revoir un peu l'histoire concernant l'Iran, j'ai trouvé utile d'une part de reprendre le témoignage de Philippe de Villiers concernant cette période particulière quand Khomeini est arrivé en France, le renversement du Shah d'Iran, cette révolution fomentée par la gauche, toujours la gauche, et on voit les résultats. Et vous écouterez donc de Villiers dans un premier temps. Et puis ensuite, j'ai pris quelques extraits d'une interview d'une chaîne suisse et qui avait interviewé le Shah d'Iran. Vous ferez votre opinion vous-même, mais j'ai trouvé utile de vous sélectionner ces quelques passages afin de mesurer la stature du monarque. C'est là qu'on voit la différence, si vous voulez, entre la monarchie et la république, partout. Le monarque, c'est quelqu'un qui a fatalement une transcendance, c'est quelqu'un qui a un destin qui est relié à l'invisible, et le Shah d'Iran a, bien entendu, vous verrez, vous l'entendrez, il est habité par cette mission qu'il croit divine, et l'avenir l'avenir en a choisi autrement. L'avenir a été terrible pour celui qui avait une vision pour son pays. Et c'est à cette lumière-là qu'on peut considérer ce qui nous arrive également, nous, en France. Je trouve ça utile de revisiter parfois l'histoire. On a des témoignages vidéo, des témoignages enregistrés, et les images, les paroles, tout témoignent de quelque chose de différent, d'un autre monde, d'une autre dimension, quoi qu'on en pense. Ça se voit, ça s'entend. Je vous laisse découvrir ces différents éléments, et vous ferez votre propre jugement. Comment jugez-vous l'attitude de la gauche, et est-ce que vous vous souvenez de cette séquence-là? Alors, je m'en souviens très très bien, puisque je le disais tout à l'heure, j'en ai parlé avec le président de la République quand j'étais jeune sous-préfet de Vendôme, puisque j'ai vécu cette période, Neuf-le-Château, et ensuite l'arrivée de Khomeini en Iran. Et en fait, ce qui me frappait, c'est deux choses. Premièrement, c'est la gauche qui menait le bal. Or, la gauche était en pèlerinage. La gauche venait en pèlerinage, comme si c'était Bernadette Soubirous. La gauche venait baiser l'anneau du saint, comme disait le saint, c'est l'expression de Michel Foucault. Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, toute la gauche venait se prosterner sous le pommier, le chêne de Saint-Louis de la République islamique à venir. Bon. Et Giscard, en fait, en gros, ce qu'il me disait, c'est que l'islamisme, c'est un catholicisme oriental. Donc, il voyait, en fait, l'islam comme un exotisme. Et il a été le premier surpris, évidemment, quand ensuite Khomeini est arrivé et qu'il a fait ce qu'il a fait en Iran, en liquidant le Shah, etc. Ce qui me frappe, c'est que... Ce qui me frappait à l'époque, c'est que dans le même temps ou dans la même période, la gauche cherchait un paradis révolutionnaire de référence. Et elle en changeait tout le temps. Après Staline, il y a eu Mao. Après Mao, il y a eu Cuba. Et dans la même période, on a eu le 17 avril 1975, je me souviens, je faisais mon service militaire. C'était la chute de Phnom Penh. 30 avril, la chute de Saigon. Mon colonel, qui s'appelle le colonel de bataille, me montre la une de l'Humanité. Le triomphe de la résistance, les Khmers rouges, et Libération salue l'arrivée de Pol Pot et Khieu Samphan. Donc en fait, c'est la libération. Et c'est pareil quand Khomeini arrive, évidemment, en Iran.
Et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, donc Mélenchon qui dit « Ah, Saladin, ah, l'Orient qui nous a apporté ce qu'on était incapable de trouver même, si j'ai cru comprendre, les vitraux des cathédrales. C'est grâce à Saladin qu'on a construit la cathédrale de Reims. » Non mais, vous vous rendez compte? Et en fait... Lorsque le pétrole sera fini, vous serez mort. Et comment allez-vous être encouragé pour trouver d'autres sources d'énergie? C'est que le prix soit compétitif avec le prix du pétrole. Et c'est la politique que vous entendez maintenir? C'est la politique que nous espérons, vous allez le comprendre, sinon c'est votre perte. Nous ne sommes pas capables de trouver ces nouvelles sources d'énergie. Nous n'avons ni les possibilités, ni les laboratoires, ni la technologie. Mais vous, l'Occident, vous l'êtes. Et si vous ne le faites pas, nous sommes alors tous perdus. En somme, vous entendez forcer l'Occident à se sauver malgré lui? Si on peut le dire, si on peut oser le dire, c'est un peu vrai, oui. Vous avez dit plusieurs fois sous une forme ou sous une autre que vous n'entendiez pas commettre les mêmes erreurs que l'Europe occidentale. À vos yeux, quelles sont ces erreurs? Évidemment, on peut répéter les mêmes phrases, la société permissive, le manque de discipline, la carence, le peu de travail, mais continuer le néocolonialisme sous une nouvelle forme. On peut dire toutes ces choses-là. Mais en faisant un résumé, c'est que vous dépensez ou vous recevez en solde plus que vous ne produisez. Évidemment, je ne parle pas de la Suisse, c'est un cas tout à fait particulier à cause de vos banques. Mais est-ce que cela peut continuer? Et pour que cela continue, il faut que vous exploitiez les autres peuples en leur vendant vos produits plus chers, en créant une inflation. Même si c'est nécessaire, une inflation fabriquée. Mais pendant combien d'années pouvez-vous continuer cela? En vous gonflant d'une façon artificielle et en anéantissant le tiers-monde. C'est impossible de continuer. Pourtant, le sort de l'Iran est lié indéfectiblement à l'Occident. Oui, oui. C'est au fond, en tant que membre de la même société, du même monde, que je prononce ces paroles, non avec plaisir. Et pour vous, tout affaiblissement de l'Occident mettrait en danger ce que vous construisez ici? Malheureusement, c'est le cas. Et aussi, l'affaiblissement de mon pays aura une telle répercussion sur cette région du monde qui vous fournit l'énergie que vous aussi, votre avenir dépend de nous. Bon, ça dépend de ce qu'on appelle la main lourde. Pour nous, c'était une question de trahison. Quelquefois, peut-être excès de zèle, naturellement. Ça se passe partout. Alors, oui, je devrais presque admettre que peut-être qu'il y a eu la main lourde. Mais, évidemment, on souhaiterait qu'il n'y ait même pas un seul exemple de main lourde. Mais devant les intérêts de l'État, que peut-on faire? Ne pas stopper ceux qui voudraient peut-être arrêter la marche du pays? Je ne crois pas qu'avec le sentiment de la moindre responsabilité, on pourrait se permettre une chose pareille. Dans le domaine de l'ordre intérieur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En Europe, vous allez être obligé de faire exactement ce que nous avons fait et que vous nous avez reproché d'être ferme et de vouloir la discipline chez nous. Vous devez le faire dans votre société, sinon votre société va s'écrouler. Et nous savons ce que ça veut dire le terrorisme. Nous savons ce que ça veut dire le terrorisme politique. Ça veut dire se servir de l'arme de la terreur pour des buts politiques. Quelques mois plus tard, la conférence de Téhéran illustre à quel point le jeune souverain est tenu pour quantité négligeable. Bien qu'officiellement ses invités, ni Roosevelt le président américain, ni Churchill le premier ministre britannique, ne daigneront se déranger pour lui rendre visite. Seul Staline, qui ne cache pas ses visées sur l'Iran,
fera une visite de courtoisie au jeune Shah. En 1949, première tentative d'assassinat contre lui. À une cérémonie à l'université, un fanatique tire 5 balles sur lui. Il en réchappe et de son lit d'hôpital lit une proclamation au peuple. Plus tard, 2 autres tentatives contre lui échoueront, ce qui renforce sa certitude d'être soutenu par la Providence. Oui, je l'ai avoué que toute ma vie, ça n'a été qu'une succession, surtout pendant une période de ma vie, de rêves et d'apparitions mystiques. Je crois que j'ai vraiment une mission à accomplir. Les succès qui ont été enregistrés jusqu'à présent, certains sont inexplicables. Moi, je l'explique justement par cette autre force. Et je suis sûr que tant que j'aurai à accomplir la mission, eh bien, je serai là, la mission sera accomplie. Lorsque le temps sera fini, eh bien, ça sera fini. C'est ainsi que vous expliquez vos miraculeux, disons, succès par rapport aux tentatives d'assassinat qu'il y a eu contre vous? Oui, je n'ai pas d'autre explication. Et même, non seulement cela, ce qui s'est passé dans ce pays, si vous comparez mon pays maintenant à ce qu'il y était il y a, disons, une trentaine d'années. Quelles sont au fond les leçons que vous tirez? D'abord que il ne faut pas avoir peur. Ensuite et en même temps, il ne faut pas se griser. Il ne faut pas perdre la tête. Comme on dit, l'histoire se répète. Ce n'est qu'à cause de la bêtise des gens, des hommes, qu'elle se répète. Sinon, elle ne se répéterait pas. Parce qu'on apprendrait par l'histoire les fautes qui ont été commises et on ne les commettrait plus. Je crois que c'est très important de ne pas perdre la tête, ne pas devenir vaniteux, et essayer d'apprendre. Et lorsqu'on remarque une faute, ne pas essayer de dire « oh non, ce n'était pas une faute, ça s'est passé », enfin trouver des excuses, mais accepter les fautes. Mais aussi de ne pas avoir peur. On ne vit qu'une fois. Avant que le transfert se fasse, je croyais que c'était très facile. C'était comme de boire un verre d'eau. Ensuite, lorsque tout d'un coup, désemparé, mon père partit, et avec tout ce fardeau, je me suis trouvé devant une tâche plutôt difficile. Oui, j'avais pensé de faire cela, 10 ans, 12 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, lorsque je serai encore en vie, et peut-être utile encore, comme conseiller. Quand vous serez parvenu au terme de votre mission et que votre fils, le prince héritier, aura accédé au trône, est-ce qu'à ce moment-là, vous envisagez que, par exemple, la monarchie devienne, par la force des choses, une forme de monarchie constitutionnelle à l'anglaise? Oui, si c'est le cas, mais je ne vois pas pourquoi tout le monde n'attend que ce jour vienne. Quel avantage ça aurait pour mon pays? Ce que je souhaite, c'est que nous ayons la situation qui pourrait le mieux servir les intérêts de mon peuple.